Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, nous enregistrons à l'heure actuelle un week-end, un dimanche. Et si je vous dis comment passer une bonne soirée un samedi soir, Netflix, film, série, non. Si je vous dis que vous avez la possibilité de regarder un épisode des Chiffres et des Lettres de 1970, est-ce que ce serait pas ça, la vraie soirée? Alors, on en parlait avec Thierry cette semaine et qui m'a cité cet exemple. Et donc, on s'est dit comment visualiser ces anciennes émissions et des archives. Et donc, c'est l'INA. Dans le fond, je sais ce que c'est, mais pas vraiment. Mais au fait, Thierry, c'est quoi, Lina? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors je vais commencer par ma petite blague de merde, comme ça elle est faite, on n'en parle plus. Non, Lina, on parle pas du prénom, on parle bien de Lina avec une apostrophe, donc INA pour Institut National de l'Audiovisuel, qui est en fait une institution publique française unique au monde. Et pour faire simple, c'est la grande bibliothèque de la radio et de la télévision. Et pour prendre par rapport à ton introduction, effectivement, dans la semaine, je zappais. Pour tout dire, j'utilise une solution qui s'appelle Molotov pour accéder aux chaînes. Et en fait, j'ai découvert qu'ils ont une chaîne qui veut gagner des millions. Et d'un coup, parmi ces chaînes-là, je regarde et je vois effectivement les chiffres et les lettres et je suis tombé, comme tu disais, sur une émission, je pense des années 70, j'ai pas vu à la fin dans le générique, mais vu le contexte, avec les lettres étaient encore comme des cartes à jouer, les chiffres c'était des plaquettes et ils dessinaient à la craie, etc. Et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis posé la question de cet institut. Euh, J'imagine que cette institution, tu connaissais ne serait-ce de nom. Oui, je connais de nom. Et puis, tu sais, souvent, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu as des anciennes vidéos et tu vois toujours marqué INA en haut. Donc, c'est vrai que quand on en a parlé, je me suis dit, OK, j'ai conscience que c'est quelque chose qui permet d'avoir accès à des archives ou des anciennes émissions, films ou séries, mais je savais pas que c'était vraiment l'Institut national de l'audiovisuel. Ça, par contre, l'institution publique, j'avais pas forcément cette notion-là. Et donc, ça collecte. En gros, c'est une bibliothèque, comme tu l'as dit. Hein, c'est un peu ouais un recueil de tout ce qu'on a pu faire auparavant et qu'on peut visualiser parce que c'est libre de droit maintenant, je présume. Exactement. Donc, comme tu disais, ça collecte, ça sauvegarde, ça restaure des décennies d'archives télévisuelles et radiophoniques. D'ailleurs, quand on avait fait l'épisode sur les Restos du Cœur, j'avais mis un lien vers la déclaration de Coluche que l'avait fait sur Europe 1, et donc c'est disponible également via l'INA. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on peut, comme je disais, revoir des interviews de 1960 ou par exemple le premier JT en couleur. OK. Et donc, il gère le dépôt légal, ce qui signifie qu'en fait, tout ce qui est diffusé sur les chaînes françaises doit être transmis pour conservation, c'est une obligation. D'accord, ok, donc ça c'est obligatoire. Ok, alors il n'y a pas d'épisode d'Au fait c'est quoi sans partie historique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la création de l'INA? Oui, alors surtout que forcément, quand on parle d'organismes comme l'INA, on ne peut pas ne pas parler d'histoire, donc ça va être le principal sujet de l'épisode, hein, sa création, son évolution, etc. Donc, au niveau de la naissance, ça date de 1974-1975 et c'est en fait l'après ORTF. ORTF, je suppose pareil, ça doit te parler au moins dans les grandes lignes. Ouais, alors je pourrais pas te dire ce que signifie l'acronyme, mais je connais effectivement. Donc l'ORTF, en fait, c'est l'Office de radiodiffusion télévision française et en fait, ça détenait le monopole absolu, c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, pour faire ça très simple, il y avait ni chaîne de télé ni radio qui était privée, tout était public. Et en fait, il y a eu un démantèlement de cet organisme. Donc en 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing, il décide donc de supprimer l'ORTF. Ok, Et du coup, l'ORTF est éclaté en 7 entités. Il y a les chaînes de télé. En fait, c'est là qu'apparaissent des chaînes comme TF1, qui garde toujours le même nom aujourd'hui, Antenne 2, qui est l'ancien nom de France 2, FR3, l'ancien nom de France 3, en tout cas au moment où on enregistre cet épisode, parce que tout ça c'est aussi en train de changer. Mais il y a aussi tout ce qui est le groupe Radio France. Donc par exemple ok. pour les entités locales, ce sont maintenant les chaînes ici. Donc par exemple pour moi c'est ici Lorraine.
Et moi, c'est Paris. Non, c'est pas ça. C'est C'est ça, quasiment. ouais. Ici Paris, par contre, oui. Il y a une société de production, la SFP. Ça, généralement, on connaît aussi un petit peu. Il y a un diffuseur technique, TDF, et donc l'INA qui arrive. Et donc, sa mission dès le départ, c'est d'être le cerveau, la mémoire, comme on l'a dit, du système en gérant les archives, la recherche et la formation. Je reviendrai sur ces points-là un petit peu plus tard. D'accord. Donc il y a une fragmentation, enfin une segmentation en tout cas, en disant on va vraiment mettre les chaînes d'un côté, la diffusion de l'autre, la technique et la partie archive. Donc la mission dès le départ, je la connais. Est-ce que ça a évolué? Je vois dans le conducteur, années 90, il y a un tournant, Thierry. Voilà, il y a un tournant par rapport à ce que tu disais, c'est aussi, alors très vite, tu sais, dans les années 80, il y a des chaînes privées aussi qui arrivent avec, par exemple, en 1984, la création de Canal+, un petit peu plus tard, une chaîne très connue pour ma génération qui était la Cinquième, qui diffusait des dessins animés monstrueux. La meilleure chaîne de l'époque, hein. Moi, je me souviens, hein, c'était même pour moi plus important que TF1. C'était la chaîne de Berlusconi, dans mes souvenirs. Mais très très bonne chaîne pour les dessins Ça, animés. c'était la 5. Il y avait la 5 et la cinquième. C'était un peu compliqué sur les Ok, noms, mais effectivement. Et en fait, donc, pendant longtemps, l'INA ne conservait que ce que les chaînes publiques produisaient. Et en 1992, il y a une loi qui change tout. En fait, le dépôt légal, il est étendu à la radio et à la télévision. Donc, en d'autres termes, ça veut dire qu'à partir de là, tout doit être archivé, que ce soit public, que ce soit privé. Et donc finalement, un peu comme la Bibliothèque nationale, donc la fameuse BNF, le fait pour les livres, l'INA devient en fait, rend obligatoire le fait de conserver tout ce qui est diffusé sur les ondes françaises, y compris les publicités et donc, comme je disais, les chaînes privées. ok. Et en 1995, il y a l'INATech qui est créé pour permettre aux chercheurs et aux étudiants de consulter ces milliers d'heures de programmes. Ça rejoint ce que tu disais sur le fait que ce soit accessible à tout le monde. D'accord, donc l'Inatech 1995, donc c'est pas si lointain que ça, sauf que derrière, je pense qu'il y a une révolution numérique. À l'époque, on n'était pas spécialement avec Internet et tout ce qu'on avait à disposition maintenant. Ça a dû énormément évoluer pour le coup. Absolument, hein, ça a été la troisième, la deuxième grosse évolution après la création. Donc au début des années 2000, il y a l'INA qui fait un constat qui est alarmant et dont on parle d'ailleurs encore beaucoup aujourd'hui, soyez en passant, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'heures d'archives qui sont sur des bandes magnétiques, donc comme par exemple les VHS. Je sais pas si toi ça te parle, c'était les grosses cassettes qu'on mettait dans les Bien sûr, magnétoscopes. Voilà. évidemment. Et le problème, c'est que du coup, ça risque de disparaître physiquement à cause de l'usure du temps et Ouais. puis du manque de matériel. C'est-à-dire, trouver aujourd'hui un magnétoscope, c'est pas simple, mais en plus, les bandes magnétiques, elles peuvent s'effacer au fur et à mesure du temps. Et petite parenthèse, que là, c'est pas lié à l'INA, mais on a la problématique aussi dans le domaine informatique avec les supports sur disquette, à terme sur CD, sur DVD, parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on utilise des ordinateurs qui ont évidemment plus de lecteur disquette et potentiellement plus non plus de lecteur CD, DVD, etc. Ouais, c'est fini. En tout cas, je peux avoir la possibilité d'en regarder. J'ai encore un lecteur CD et un magnétoscope, mais je l'utilise jamais. Il est C'est même ça. pas branché, il est rangé en tout cas. Et puis en plus, il y a les problématiques des prises, c'est-à-dire que ton magnétoscope très certainement est avec une prise Péritel pour encore trouver un un écran qui peut recevoir du Péritel, etc. Donc, Eh c'est ben un le peu... mien là, en tout cas, le Ah, mien là encore, alors la télé, c'est une télé malgré tout connectée, mais qui est un s'il vous modèle plaît. assez ancien et qui a encore la prise Péritel. Chapeau, moi, je pense que celle-là, il faut clairement la garder. Pour te dire à la maison, excuse-moi de te couper, on a Vraiment. même encore une ancienne Mega Drive première génération et une PlayStation 1 pour les jeux rétro que l'on peut connecter et jouer avec, pour te dire. Et quand tu écoutes de la chanson, tu as encore un gramophone que tu diffuses chez toi. Alors j'étais trop jeune pour avoir connu ça. Ne me vieillis pas plus que de raison, Thierry, mais je n'ai pas de gramophone en tout cas. Allez, revenons quand même à un autre sujet. Donc, en tout cas, mais c'est important parce que c'est un peu, voilà, tout ce contexte-là. Mais donc, dans le cadre de l'INA, donc, il y a ces questions-là qui se posent. Donc, déjà relativement précurseur finalement. Et donc, en 2001, en fait, il y a un lancement d'un plan massif de numérisation. Donc, forcément, c'est une course contre la montre, hein, parce qu'il faut les équipements, il faut les personnes qui maîtrisent les technologies pour transformer de l'analogique en numérique. En 2006,
l'INA devient du coup précurseur en ouvrant son site internet au grand public. À nouveau, je me répète, 2006. C'était pas le truc classique, surtout que forcément, c'est des vidéos, le streaming en 2006, ça parlait pas beaucoup. Ouais. Et c'est un succès immédiat. En fait, les Français redécouvrent avec émotion les images, par exemple, de mai 68 ou les sketchs de Pierre Desproges. C'était aussi, enfin, 2006, si ça se faisait encore, ou c'était un peu plus la fin, mais c'était toute la période où on avait des émissions aussi, comme les enfants de la télé, etc., où on voyait beaucoup de choses dans le passé, ce qui se fait beaucoup moins maintenant, à mon grand regret d'ailleurs. Ouais, il y avait un côté très nostalgique, effectivement, dans toutes ces émissions-là, un peu moins maintenant. Et c'est vrai que les nouvelles générations, eux, ont pas connu ces virages. Eux sont nés maintenant avec Internet, l'IA quasiment, les réseaux sociaux. Je crois que c'est la suite de ton historique. Exactement, hein, forcément. Du coup, l'INA aujourd'hui, forcément, c'est plus seulement un archiviste, hein, c'est un média à part entière. Donc, ça s'est forcément modernisé. Il y a eu le lancement de la plateforme Madelin, donc qui est en gros le Netflix de l'archive. Hein, il faudrait d'ailleurs que je me connecte, je l'ai encore jamais fait. Mais donc, j'imagine que voilà, il y a des menus, on peut retrouver des vieilles émissions, les relancer, etc. Il y a forcément une partie innovation, avec l'utilisation évidemment de l'intelligence artificielle, mais là, c'est une vraie IA dans le sens où c'est utilisé pour restaurer des images abîmées ou pour indexer automatiquement des milliers d'heures de flux qui sont captés chaque jour, donc y compris par exemple le web et maintenant les réseaux sociaux. Et ils ont pris un engagement, c'est qu'en 2025, l'INA a fêté ses 50 ans, ce qui a confirmé son rôle de gardien de la mémoire collective face à l'accélération numérique. Donc normalement, c'est pas prêt de disparaître. Ouais, puis on est assez carré sur ça en France, hein, pour toute la partie, moi, qui fait de la généalogie. Quand je vois la qualité de la numérisation, de l'archivage de sources qui datent parfois de plusieurs générations auparavant, c'est vrai que pour le coup, on est assez bon sur ça. Absolument. Et du coup, quand j'ai fait mes recherches, je me suis aperçu, donc moi, ça me parlait relativement un peu tout ce qu'on discute. Et par contre, j'ai découvert des choses, c'est que l'INA, en fait, ça ne se contente pas de stocker, mais en fait, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'Institut, elle produit, elle forme et elle vend. Est-ce que ça, toi, ça te parlait ou pas du tout? Pas du tout. Là, pour le coup. Alors, quand tu dis forme et vent, c'est-à-dire, j'avoue que il faut que tu me décrives ça un peu plus. Oui, alors on va aller dans l'ordre, je vais aller rapidement, hein, mais en fait, il y a une partie école, donc la transmission, c'est-à-dire que l'INA est devenu l'un des plus gros centres de formation au métier de l'audiovisuel en Europe. Il y a INASUP, qui est une école donc supérieure, qui délivre des diplômes, donc des BTS, des masters, etc., dans la production, le patrimoine et les nouveaux médias. Et il y a donc des formations professionnelles. Ils forment des milliers de professionnels chaque année aux nouvelles technologies, tout ce qui est montage, IA, pilotage de drones, etc. Ça, c'est la première partie. Je ne savais pas du tout. Moi non plus. Pilotage de drone, je t'avoue que je l'aurais pas trouvé cette-ci. On va faire un trivial poursuite à la fin de la Il y a une partie aussi recherche et conseil qui est INA Lab et INA Expert. Donc l'institut en fait possède une branche d'expertise technique mondiale. Donc il y a l'expertise internationale. L'INA en fait vend son savoir-faire à l'étranger pour aider d'autres pays à numériser et sauvegarder leurs propres archives nationales. Récemment, par exemple, dans les Balkans ou en Afrique. Et d'un point de vue innovation, c'est ici qu'on développe les outils IA pour la restauration 4K, ou la reconnaissance faciale dans les archives. Donc, ça paraît, je connaissais pas du tout, mais donc finalement, là où on parle d'une idée simplement d'archiver toute l'histoire, forcément, ça demande des besoins technologiques. Ils ont développé ça au fur et à mesure en interne, et maintenant, ils vendent finalement leurs services, leurs compétences et leur expertise. Mais ça tu vois, ça me surprend moins. Dans le sens où tu te dis, si tu concatènes des archives, des vidéos, de l'audio, il y a forcément un côté retravaillé, amélioré, et donc ça me surprend moins. J'avais pas connaissance de tout ce qu'il faisait, mais c'est moins, c'est plus logique.
C'est ça. Il y a un côté aussi créateur avec Ina Media, Ina Production. Donc, c'est pas seulement un fournisseur d'images pour les autres, c'est également un producteur. Donc, il y a l'édition de contenu. En fait, l'INA, ils produisent des documentaires basés sur le montage d'archives, comme par exemple la collection Mystère d'archives. Je dois avouer que ça me parle pas. Je sais pas pour toi. Pas du tout. Non, ça me parle pas. D'accord. Bon. Et puis évidemment, il y a une présence sociale. L'INA en fait est devenu un média pure player sur TikTok, Instagram et YouTube, avec des formats originaux qui cartonnent apparemment auprès des jeunes. Faudra que je demande à mon fils si ça lui parle. Alors là, j'avais pas du tout connaissance de ça et je vais aller voir sur YouTube pour le coup. Pour voir effectivement s'abonner. Et il y a quand même pas loin d'1 million d'abonnés, hein, donc S'il vous plaît. ouais, vraiment sympa. Ok, j'ai déjà vu des petites vidéos courtes, tu sais, avec des interviews d'enfants à l'époque à qui on posait la question comment vous voyez l'an 2000 par exemple. Et en fait, je vois que là, ces petites vidéos-là, c'est l'INA, effectivement. Voilà. Et du coup, il reste un dernier point, c'est qu'en fait, l'INA a ouvert un espace physique à la gare du Nord à Paris pour une exposition temporaire ou des événements, ce qui montre qui sortent des coffres-forts pour aller voir le public. Ça, je suis pas étonné du tout parce que c'est ce qu'on disait un petit peu avant. Il y a toujours eu, j'ai même tendance à penser qu'il y a de plus en plus de nostalgie. Et effectivement, quand j'ai lu ça, je me suis dit ouais, ça me plairait bien d'aller voir une exposition de l'INA, revoir des vieilles photos, des vieilles vidéos. Comme je disais, ça fait quelques semaines qu'on regarde régulièrement les soirs des vieilles émissions, enfin des vieux épisodes plutôt de de Qui veut gagner des millions. Eh ben, écoute, c'est marrant, Mikasa et Tsukasa, si tu veux venir à Paris pour l'exposition, évidemment, j'ai de quoi te loger, Thierry. Ce sera un grand plaisir. Eh ben écoute, va falloir qu'on y réfléchisse. Donc voilà un peu pour un peu l'historique de l'INA. Je sais pas si toi t'avais regardé les choses de ton côté, si tu voulais compléter ou si tu avais une question. Alors pour le coup, pas du tout, parce que j'ai déjà appris pas mal de choses et comme d'habitude, hein, j'ai essayé de ne pas trop m'imprégner de l'épisode pour pouvoir te poser des questions les plus naturelles possibles. Est-ce que tu as d'autres éléments ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique légendaire des anecdotes de Thierry? Ah ben on va passer aux anecdotes parce que forcément autant il y a des épisodes c'est pas toujours évident, autant là sur des sujets comme ça il y en a même peut-être trop. Ouais, alors, je t'avoue que je me permets de t'interrompre parce que la question que je me suis posée tout à l'heure, mais j'ai vu que tu en parlais dans les anecdotes, c'est pourquoi Madelin ou Madeleine, je sais pas comment ça se prononce, mais pourquoi ce nom-là pour la plateforme numérique de mise à disposition? Alors, et pour nos auditeurs, alors forcément les recherches on les fait évidemment sur Internet, mais également avec des IA, etc. Et moi qui adore tout ce qui est politique, quand j'ai vu Madelin, en plus ça aurait pu correspondre dans les années 90, j'ai pensé à Alain Madelin qui était un homme politique français. Et donc, j'ai posé la question en disant, est-ce que c'est lié? Et en fait, pas du tout. Madelin, en fait, c'est un clin d'œil littéraire et sensoriel par rapport à la Madeleine de Proust. Donc, le côté, en fait, de dire, donc tu sauras plus en parler que moi, mais le côté Madeleine de Proust qui du coup rassure, détend, émeut, etc. C'est vrai que finalement de regarder des archives, ça fait un petit peu le même effet. Et puis Madelin aussi, comme on disait, de la Madeleine, donc aussi un clin d'œil à un patrimoine culturel très français, tout en étant court et mémorisable. Donc c'est de là qu'est venu le nom de la plateforme. Ok. Intéressant. Également, pendant longtemps, on a cru qu'en fait, une grande partie des archives de la célèbre émission d'une célèbre émission de cirque, avait disparu. Et en réalité, il y avait eu certaines bobines qui avaient été utilisées par des techniciens de l'époque pour caler des meubles ou isoler des parois dans les anciens studios de l'ORTF. Donc, ça veut dire qu'il y a des archives qu'on a cru avoir été perdu et puis finalement dans le cadre de déménagement bien comme ça de dire non c'est bon on a retrouvé les bandes et puis ils ont pu de nouveau les numériser etc. Quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça marrant parce qu'à l'époque où ils l'ont utilisé pour eux il n'y avait pas forcément ce côté historique, tu vois, c'est un peu comme nous des boîtes de CD à mettre à tel endroit pour rehausser un truc ou autre. Moi je sais que parfois je vais utiliser des boîtes ou laisser traîner des choses à l'arrache alors que maintenant ce serait un véritable petit bijou. Absolument.
On est entièrement d'accord. Également, si on pense INA, si on pense archives, j'ai trouvé ça assez intéressant. Une des archives certainement la plus connue, et je pense que même si toi à l'époque tu étais jeune, mais ça parle forcément, c'est le fameux passage où Serge Gainsbourg, qu'on ne présente plus en général, il brûlait un billet de 500 francs en direct à la télévision. Ça se passait en 1984 et c'était Ouais. pour protester contre le racket fiscal. J'imagine que la scène te parle. Oui, alors au moment où ça a été diffusé, j'avais 1 an, donc je me souviens pas du direct. Par contre, effectivement, de toute façon, Gainsbourg, c'était un bon public entre le billet de 500 francs et Whitney Houston. Exactement. Il y a quand même de quoi, il y a quand même de quoi regarder. Pas toujours très très sobre, hein, je pense non plus. Ah bah, clairement pas. Et faut pas oublier Gainsbourg en larmes devant une troupe de gamins qui s'était un peu muté en Gainsbourg avec le Ouais. visage grimé en noir, etc., où il était en larmes quand les gamins chantaient Je suis venu te dire que je m'en vais. Pareil, donc ça, tout ce que je dis là, vous pouvez le retrouver du coup sur le site de l'INA. En fait, pourquoi est-ce que j'ai pris ce cas-là? C'est parce que aujourd'hui, Gainsbourg, il serait condamné. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est un acte illégal, ça date d'ailleurs de 1994. On n'a pas le droit de brûler un billet de banque. C'est absolument interdit. À l'époque, Moi, par contre, ça ne l'était pas. Oui. je pensais que ça l'était à l'époque, tu vois, et que justement il avait poussé la provoque à fond, mais je savais pas que c'était pas illégal à l'époque, tu vois. Non, ça a été illégal à partir de 1994. Ok. Et mais forcément, ça a fait un scandale où il a été traité de tous les noms. Bon, déjà de base, Gainsbourg était traité de tous les noms, mais en plus là, en brûlant, où les gens ont dit oui, mais il connaît pas la valeur de l'argent, etc. Mais ce qu'il faut savoir et pourquoi est-ce que j'en parle, c'est que l'INA conserve évidemment donc les images qu'on a tous vues à la télévision, mais également les chutes de l'émission. Donc, quand on dit les chutes de l'émission, c'est ce qui est filmé, mais finalement pas diffusé, parce qu'il faut savoir que c'est une émission qui était en direct. Et en fait, on voyait du coup la nervosité en coulisses juste après le direct. Donc ça, c'est des choses qu'on a quasiment jamais revues à la télé, mais qu'on peut retrouver sur le site de l'INA. Ok, très intéressant. Je vois que tu vas parler après d'une fake news. Je sais qu'il y en avait une également en Angleterre, je crois, ou aux États-Unis, un peu dans ce style-là. Je te laisse nous dire à quoi elle correspond. Ouais, celle que tu parles des États-Unis, je suis en train de chercher. Je sais qu'on en avait parlé dans un épisode, mais c'était par rapport à des arrivées extraterrestres, ce genre de choses. On en Ouais. avait parlé dans un des épisodes. Mais en fait, on a sur le site de l'INA la toute première fake news de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, bien avant la création officielle de l'INA, la télévision française, elle a connu son premier grand canular. En fait, le 4 février 1946, il y a un journaliste qui annonce en direct que la Lune va entrer en collision avec la Terre. Forcément, panique générale dans tous les foyers équipés de postes. Alors, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que les postes de télévision en 1946, ça courait pas quand même les rues. C'est ça. Ça n'a pas généré une panique générale, mais quand même quelques personnes impactées. Et du coup, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que l'INA, du coup, conserve précieusement cet enregistrement qui est l'ancêtre des expériences sociales médiatiques. Et donc, où ils ont encore les reportages de l'époque où on voyait les gens en panique, etc. Donc ça également, on retrouve sur le site de l'INA. Donc c'était aussi pour marquer le fait que l'archivage ne démarre pas à l'arrivée de l'INA, mais également pour archiver des informations encore plus anciennes, ne serait-ce parce qu'on était sur des bandes magnétiques et que quelque part c'était plus simple. D'accord. Alors, si une question, parce que Oui. je vois que tu en parles et je me suis posé la question tout à l'heure et ça m'est sorti de la tête. On parle d'ancienne, mais à partir de quand on considère que c'est ancien? Si par exemple je vais regarder, tu sais, Love Story, début des années 2000, c'est pas ancien, mais c'est pas récent non plus. Est-ce que je peux quand même y avoir accès? Alors, j'ai pas regardé dans le détail. Je pense qu'il y a une notion quand même de durée, parce que le point quand même, c'est que du coup, c'est accessible gratuitement. Donc, il doit y avoir un délai, tu sais, un peu comme la musique, par exemple, où ça rentre dans le domaine public au bout d'un certain nombre d'années. J'avoue que j'ai pas regardé dans le détail, mais je pense que c'est la même idée. Ok.
Et du coup, pour finir au niveau des anecdotes, comme on a dit, hein, l'INA, ça s'arrête pas à la télé de grand-papa, comme on pourrait dire. Hein, c'est évidemment aussi la partie Internet. Donc, depuis 2006, l'Institut archive le web français. Donc, il capture et imagine la quantité de données que ça doit représenter, évidemment, Ouais. des millions de tweets, de pages Facebook, de sites Internet. Et donc, le truc de dingue là-dedans, c'est que ça veut dire que si vous aviez un Skyblog, alors le Skyblog, c'est par hasard, ça vous parle pas. On en avait parlé dans l'épisode 13. C'était Ouais. une capsule de l'été que j'avais faite, qui était, pour faire ça très simple, un blog, un site web. C'était les premiers blogs, sites web qu'on pouvait faire facilement. Ouais. Ça a donc disparu il y a 2-3 ans au moment où on enregistre. Mais donc, si vous en aviez un, là où par définition, sur Internet, vous pouvez pas le retrouver, eh ben, vous allez pouvoir potentiellement le retrouver par le biais de l'INA, puisqu'il peut y avoir une copie fantôme qui dort sur les serveurs de l'INA pour, bah, du coup, les historiens du futur. Il y a aussi des sites qui existent du style, je sais plus comment que c'est, archive.org, je crois. Je dis Ouais. pas de bêtises, Archive.org. Ouais. voilà, archive.org, mais qui est plus général. Et donc là, l'INA en tant que tel. Voilà, là se terminent les anecdotes. J'espère qu'avec ça, ça va vous rappeler plein de souvenirs. Et en tout cas, moi, je pense qu'un de ces quatre, je vais me passer une soirée sur mon ordinateur à essayer de me souvenir de vieilles choses de mon enfance et d'aller voir si je peux les retrouver, si je peux me refaire une petite émission complète du Club Dorothée. Je serais pas forcément contre à titre personnel. C'est ça. Et juste à titre d'info pour archive.org, c'est archive sans S. Si vous tapez avec un S, ce qui peut paraître logique puisqu'il y en a plusieurs, Oui. mais c'est archive sans S pour avoir accès. Ah, effectivement, et naturellement, j'aurais mis un S. Merci pour la précision. Je te le dis parce que ça m'est déjà arrivé où j'en parlais à quelqu'un et au final ça donnait rien et je disais bah mince et en fait c'est sans S. Je m'en souvenais donc c'est la petite et je viens de vérifier en plus. Bon, au moins ça donne rien parce que des fois des cas comme ça donne quelque chose, mais non, pas là, exactement ce qu'on s'attend. Ceux qui auront compris, les autres, tant pis, c'est pas grave. Là, ça donne rien. En tout cas, merci Thierry. Je pense que c'est la fin des anecdotes. Épisode passionnant. Tu connais mon côté historique. Je te dirais pas historien parce que j'aurais pas la prétention de me considérer comme ça, mais c'était très très sympa. Je te propose qu'on passe au générique pour les différentes infos complémentaires. Ça marche. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Encore une fois, merci Thierry pour cette superbe préparation et présentation. Vous retrouvez bien évidemment nos suivis et notre activité sur le compte X, anciennement Twitter, géré d'une main de maître par Thierry, qui nous fait découvrir pas mal de choses et qui met en avant nos anciens épisodes. Je te laisse Thierry présenter la suite de nos réseaux. Oui, et en plus, ça veut dire que potentiellement, ces messages-là, on pourra les retrouver dans 50 ans, toujours grâce à l'INA. Comme quoi, grâce à l'INA, même notre podcast devient immortel, si c'est pas beau tout ça. Exactement. En tout cas, au moment où on se parle, le plus simple quand même, si vous voulez en savoir plus nous concernant, c'est pas d'aller sur le site de l'INA. Je pense d'ailleurs pas qu'on y soit, en tout cas pour l'instant, même de manière générale, mais j'irai jeter un coup d'œil quand même par curiosité. Au moment où on se parle, le plus simple, c'est quand même d'aller sur notre site www.auffaitc'estquoi.fr, puisque vous pourrez retrouver des liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis également, pensez bien à consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également le lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!